Oui, vous m'entendez? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc bonsoir tout le monde, merci d'être venus, je dirais si nombreux et pas assez nombreux, parce qu'on est sur une réunion qu'on a souhaitée, et on a demandé donc, au service de l'ONF, les pompiers, les services de l'EPM, monsieur, pardon, l'association des communes forestières de venir avec nous pour faire une communication. De toute façon, cette réunion est filmée et elle sera en ligne sur le site de la ville et sur YouTube, de manière à ce que les gens puissent avoir l'information. C'est une réunion importante parce qu'à un moment, on n'a pas été surpris, mais quand même, on a été un peu rattrapé par la patrouille, entre guillemets, qui nous a dit, messieurs, vous avez l'obligation de débroussaillement, etc., etc. Chose qui n'était pas faite ou pas bien faite, suite aux incendies de la Salette et d'autres, en nous argumentant des choses qui étaient parfaitement recevables et qu'on veut bien entendre. Sauf que c'est une législation, alors ces messieurs expliqueront mieux que moi, qui est très ancienne, mais qui était plus ou moins appliquée et tout au moins ce que plus appliquée. Voilà. Donc on se retrouve maintenant dans cette obligation d'appliquer cette législation. Et bien entendu, quand on a fait, alors on avait fait toute une série de réunions de comités de quartier, et donc bien entendu on a commencé à en parler, et on s'est vite rendu compte du grand étonnement et du grand désarroi, entre guillemets, des personnes qui étaient concernées par ces obligations. Surtout sur l'amplitude que ça pouvait représenter, parce que débroussailler, c'est pas couper 4 heures, c'est quand même relativement important, avec des obligations, moi j'ai eu le sentiment que j'ai eu qui était pas trop comprise, voilà, pas trop comprise, et que les gens avaient du mal à admettre qu'on doit aller débroussailler chez le voisin, etc., etc. Donc tout ceci, on a essayé de l'expliquer. On a revu les services que je viens de citer en fin d'été pour faire un point. Donc il y a eu des choses qui ont été faites quand même. Je tiens à féliciter, à remercier les différentes personnes qui se sont mobilisées, qui ont commencé à débroussailler autour de chez eux. Et les services m'ont dit on va repasser en février et on va plus contraindre les gens que cette année. Et après la contrainte, il pourrait y avoir, on n'en est pas là, il pourrait y avoir une période plus répressive. Voilà. Donc, moi j'ai voulu éviter ça avant que l'information circule et soit connue de tout le monde et que tout le monde puisse se positionner en fonction des informations. Parce que c'est pas. Enfin, moi je dis pas ça pour me dédouaner, mais voilà, c'est quand même relativement important voilà, de débroussailler. Voilà. Sachant que Banyuls, on n'est pas à la plaine et que c'est beaucoup plus facile de débroussailler autour des lotissements quand c'est tout plat. On met un tracteur avec un gyropoyeur et ça va vite. Là, c'est très pentu, c'est très escarpé, il faut de la main d'œuvre et donc c'est pas simple à le faire. La particularité de Banyuls, c'est qu'il y a eu tout un tas de terrains qui ont été donnés par le CCAS pour qu'on puisse faire des lotissements sociaux, et ces lotissements sont en périphérie de bois, de bosques, de montagnes, de forêts, etc., ou d'anciennes vignes qui ont été abandonnées, qui sont maintenant en broussaillier et qui demandent un traitement. Voilà. Et donc les propriétaires sont dans l'attente d'explications. Donc voilà, je ne vais pas parler plus longtemps, je vous laisse la parole. Je pense que vous avez préparé ce qu'il faut pour bien nous expliquer, nous convaincre, on est convaincus, mais au moins bien nous expliquer, et peut-être que vous nous amènerez aussi quelques solutions. Voilà. Parce que c'est sûr qu'on attend de vous aussi, et je sais que les services d'État sont capables de ça, pas que de la répression, aussi des solutions et un accompagnement de manière à ce que les choses puissent se passer normalement. Voilà. Très bien, donc on est là effectivement pour accompagner la commune. Donc on va d'abord faire un petit tour pour se présenter. Donc moi je suis monsieur Soula, de la DDTM, la Direction départementale des territoires et de la mer, en charge de la prévention des incendies de forêt. Donc je vais passer le micro à mes collègues, juste pour présenter un peu la session de ce soir. On va essayer de garder un laps de temps de 2 heures, en vous consacrant une partie à la fin pour que vous puissiez poser des questions. Et en première partie, on présentera un film qu'a réalisé les communes forestières, avec des témoignages assez percutants. Donc je laisse présenter mes collègues. Donc bonsoir à tous, Bataille Florian, donc, du service départemental d'incendie et de secours, et je m'occupe de tout ce qui est défense des forêts contre l'incendie. Philippe, bonsoir à tous. Donc je suis en charge de
mettre en œuvre la mission d'intérêt général que constituent les obligations légales de débroussaillement et leur contrôle pour les comptes de la direction départementale du territoire et de la mer. Bonsoir, Jean-Louis Moreau, donc 1066, service opération, et également la cellule défense de la forêt contre l'incendie. Bonsoir à toutes et à tous. Daniel Beau, je suis maire de la Bastille et président des collectivités forestières des Pyrénées-Orientales. Alors, moi je viens plus à l'appui des élus, de la population, on m'a demandé d'être présent. Donc c'est avec plaisir que je pourrais répondre à certaines questions que vous pourriez vous poser. Allez, très bien, on va commencer par regarder le film. C'est marrant, tout va bien? Vous êtes inaudible. Allez, on se casse, là c'est tout. Tu tiendras jamais. Allez, on se casse, L'incendie de forêt est un risque naturel. Chaque été, notre région est touchée. Avec le changement climatique, notre département sera de plus en plus menacé. Il nous faut apprendre à vivre avec le feu. Sachant qu'il est impossible de placer un camion de sapeurs-pompiers auprès de chaque habitation et que les grands feux catastrophes reviennent de façon cyclique, chacun doit pouvoir organiser de manière efficace son autoprotection. Comment peut-on réellement se protéger des risques incendies ? Le Code forestier édicte l'obligation de débroussailler. Dans les Pyrénées-Orientales, un arrêté relatif au débroussaillement définit des périmètres à débroussailler. Prenons l'exemple de Plan de la Tour, commune du Var. Au printemps 2003, un état des lieux complet a été dressé à l'occasion d'un contrôle. On pourra retenir que seuls 15% des propriétés étaient réellement conformes à la réglementation en vigueur. En juillet 2003, un terrible incendie a balayé la moitié de la commune. Cela a permis de tirer des enseignements significatifs. Le fait est que le débroussaillement correctement pratiqué sur 50 mètres autour des habitations s'est montré d'une efficacité incontestable. C'est la base d'une bonne protection. En effet, 60% des maisons qui ne possédaient que 20 mètres de débroussaillement ont été endommagées, voire totalement détruites par l'incendie. Alors que 90% des maisons débroussaillées sur 50 mètres n'ont pas été touchées. Restent ces 10% de maisons qui, malgré un débroussaillement sur un rayon de 50 mètres, ont quand même été touchées. Un bon débroussaillement doit limiter le passage du feu d'un végétal à l'autre. Pour cela, il doit créer une discontinuité de la végétation, à la fois horizontalement pour que le feu ne puisse pas avancer et verticalement pour que le feu ne puisse pas se propager des herbes aux arbustes, puis aux arbres. Cela nécessite l'élagage des arbres. Il faut également mettre à distance les arbres et les arbustes. Et supprimer les arbustes situés sous les arbres. Débroussailler ne signifie donc pas enlever uniquement la broussaille, mais couper certains arbres et arbustes si leur proximité peut permettre le passage du feu. Les maisons débroussaillées sur 50 mètres qui ont été touchées par le feu ne respectaient pas, pour la plupart, ce principe. De plus, d'autres facteurs locaux entrent en ligne de compte, comme la topographie des lieux qui peut augmenter la puissance du feu. En effet, le relief peut modifier à la fois la direction du vent, sa vitesse et son type d'écoulement. Sur cette photographie, le sens principal du vent est modifié à l'amorce d'un vallon très encaissé. Dans le vallon, le vent prend de la force.
L'ensemble provoque en haut du vallon ce que l'on appelle l'effet cheminée. La maison située au débouché du vallon est donc particulièrement exposée. Malgré un rayon de débroussaillement initial de 45 mètres, elle fut touchée intérieurement. Il arrive donc dans certaines configurations désavantageuses qu'un débroussaillement sur 50 mètres soit insuffisant. Le maire peut alors imposer un rayon de débroussaillement de 100 mètres. Le débroussaillement facilite et sécurise également l'intervention des sapeurs-pompiers qui viennent pour vous protéger. De plus, en cas de départ de feu depuis une zone habitée, le débroussaillement réduit la vitesse et la puissance du feu naissant, permettant aux occupants de l'éteindre avant qu'il ne gagne la forêt. L'analyse des incendies qui se sont déroulés dans les Pyrénées-Orientales a confirmé la vulnérabilité des constructions face au feu en l'absence de débroussaillement. Si le débroussaillement reste l'action préalable indispensable pour l'autoprotection, il ne faut pas négliger d'autres mesures qui peuvent compléter la protection qu'il apporte. Nous citerons par exemple la présence et les moyens d'utiliser des points d'eau ou bien le choix judicieux des matériaux de construction. Le mieux est encore de laisser parler l'expérience. Dans un premier temps, mon fils prenait des photos en haut. Il est descendu à toute vitesse et il nous a dit « Prenez les voitures et fichez le camp ». J'ai cru sur le coup qu'il plaisantait. Et j'avais mes enfants, mes petits-enfants, j'ai mis le tout dans la voiture et je suis partie. C'est le premier feu que j'ai vu et je vous assure que ça m'a fait un drôle d'effet. C'est au moment de l'incendie que vraiment je me suis rendu compte de l'importance du débroussaillement. On n'en croyait pas nos yeux. Hein. Tout était vert, tout était... Mon mari avait ratissé intégralement tout le terrain. 2 hectares, vous vous rendez compte? Et là, moi, je me moquais de lui, mais comment tu fais une petite feuille comme ça, tu la laisses pas? Et mes enfants se moquaient de lui, et bien là, je l'ai béni ce jour-là. Dans ce que dit cette dame, il y a du bon et du moins bon. La propriété était parfaitement conforme à la réglementation, respectant la zone des 50 mètres et les règles techniques de débroussaillement. Le feu n'a eu aucun impact tant sur la végétation que sur la maison. Concernant le moins bon, cette femme a fui la zone de feu. La prudence, surtout si le terrain a été correctement débroussaillé, veut que l'on se confine chez soi. Le plus sûr refuge face au feu est un bâtiment en dur. L'évacuation entraîne souvent l'encombrement des voies de circulation. Cela expose les habitants et les secours dans leurs véhicules au feu, dont la direction peut changer très vite au gré du vent. Une voiture n'est pas un refuge sûr. On était à l'extérieur et à un moment j'ai senti de la fumée, donc tout de suite j'ai tourné la tête vers l'endroit d'où venait le vent, et puis là on a vu derrière donc une colline environ 2 km plus loin sur la commune de Vidauban, un nuage énorme qu'on est rentré à toute vitesse. Et on a commencé à nettoyer autour de la maison, c'est-à-dire rentrer les meubles en bois, rentrer le linge, enlever les rideaux, décrocher les rideaux qui sont autour des baies vitrées, puisque au cas où les baies explosent. Le feu est arrivé dans l'espace d'une demi-heure, 3/4 d'heure maximal, et on n'a pas, c'est ahurissant, on n'a pas le temps de faire énormément de choses si on ne l'a pas prévu auparavant. Débroussaillage a fait que je me suis senti quand même relativement confiant dans le fait de rester dans la maison. Ce témoignage donne de bons conseils sur la réaction à avoir avant l'arrivée d'un feu. Ranger à l'intérieur tout objet facilement inflammable et se confiner. Malgré la bonne volonté de notre témoin et les 50 mètres de débroussaillement légal respectés, la végétation a été touchée, ainsi que l'extérieur de la maison. Cela s'explique par une mauvaise qualité du débroussaillement qui a permis au feu de passer d'arbre en arbre jusqu'à la villa au lieu de le limiter à un feu au sol. Ça m'avait fait tellement peur que le soir même j'ai commencé à tronçonner. J'ai tronçonné tout le lendemain avec des amis et mes enfants. On en a coupé 30 ou 40 mètres. C'était là en 90 et tout a brûlé de la même façon. Et on n'a pas su tirer les enseignements. C'est qu'on aurait dû débroussailler et tenir propre. On s'était juré de tenir propre le terrain à la forêt. On l'a tenu propre 2 ans et puis on s'est laissé à nouveau envahir par la végétation. Bon, par le débroussaillement pour sauver une maison. On y a pensé 2 ans. Pendant 2 ans, après le feu, on y a pensé. Puis après, on a oublié, on s'est dit on est tranquille pour 10 ans. Une seule leçon, être toujours prêt car le feu ne prévient pas.
Le débroussaillement, c'est la base. Il faut commencer par là. D'autant plus que débroussailler, contrairement aux idées reçues, c'est aussi assurer la survie de nos arbres. Moins serrés, ils pourront s'épanouir pleinement. Et en cas d'incendie, le débroussaillement empêchera les flammes de se propager dans leur feuillage. Les arbres resteront verts. Débroussailler constitue donc en plus une valorisation de votre patrimoine. Le Code forestier édicte l'obligation de débroussailler. Cette réglementation s'applique aux terrains situés dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements ou boisements linéaires. La réglementation y définit des périmètres à débroussailler. La forêt et ses environs, zone où s'applique la réglementation du débroussaillement, ici représentée en rouge, n'est pas à débroussailler entièrement. Les terrains situés en zone urbaine du plan local d'urbanisme de la commune ou dans les lotissements, les zones d'aménagement concerté ainsi que les campings doivent être débroussaillés en totalité, qu'ils soient bâtis ou non. D'autre part, en plus des zones urbaines des plans locaux d'urbanisme, les abords des constructions, chantiers et installations de toute nature doivent être débroussaillés sur un rayon de 50 mètres, voire 100 mètres sur certaines communes. Les voies d'accès privées doivent être dégagées de toute végétation sur une hauteur de 4 mètres à l'aplomb de la voie et ses accotements, de manière à obtenir un gabarit de 4 mètres de haut et de large. Dans certains cas, la zone des 50 mètres empiète sur une parcelle n'appartenant pas au propriétaire de la maison. En effet, si les 50 mètres de la maison jaune ne recoupent pas ceux de la maison rouge, il appartient au propriétaire de la construction rouge de réaliser le débroussaillement, même pour la partie située sur la parcelle du voisin. Pour cela, le propriétaire de la maison rouge doit informer son voisin qu'il doit respecter des obligations de débroussaillement de 50 mètres. Les travaux pourront être réalisés par le propriétaire de la maison rouge ou par le propriétaire de la maison jaune. Si le propriétaire de la maison jaune ne souhaite pas exécuter les travaux lui-même, le propriétaire de la maison rouge doit lui demander l'autorisation de pénétrer sur le terrain concerné pour y exécuter le débroussaillement. Il est vivement recommandé, pour avoir une preuve de votre bonne foi, d'adresser cette demande par courrier avec accusé de réception. En cas de refus de votre voisin, de retour du courrier ou d'absence de réponse, il y a inversement de responsabilité. C'est votre voisin qui devient responsable du débroussaillement sur son terrain. Vous devez informer le maire afin qu'il pourvoie d'office aux travaux qui seront alors aux frais du voisin. En cas de débroussaillement sur le terrain d'autrui, le bois coupé appartient au propriétaire du terrain et non à celui qui a financé les travaux. Deux propriétaires peuvent avoir une zone commune à traiter. En zone de superposition, il est souhaitable d'essayer de réaliser les travaux de débroussaillement en commun avec les voisins. En cas de désaccord, la responsabilité du débroussaillement pèse sur le propriétaire le plus proche de la parcelle située en zone de superposition. Les parcelles construites situées dans une zone urbaine jouxtant une zone non urbaine combinent les obligations liées à ces deux types de zones. Il faut alors débroussailler la totalité de la parcelle en zone urbaine, ainsi qu'un rayon de 50 mètres autour de la construction dans la partie non urbaine. Certaines communes situées dans le massif des Alberts disposent d'un plan de prévention des risques incendie de forêt approuvé, PPRIF. Sur ces communes, lorsque l'aléa feu de forêt est élevé ou très élevé, la profondeur du débroussaillement est de 100 mètres. Les plans du zonage réglementaire sont disponibles en mairie et sur le site de la prévention des incendies de forêt dans les Pyrénées-Orientales. Si le plan local d'urbanisme de votre commune indique que votre propriété est située en espace boisé classé, vous devez effectuer en mairie une déclaration préalable de travaux avant de couper des arbres. Un imprimé CERFA existe à cet effet. Concernant les locataires, ils doivent réaliser les travaux lorsqu'il s'agit du maintien en état débroussaillé ou lorsque l'obligation légale de débroussaillement fait l'objet d'une disposition particulière de leur bail. Parlons maintenant de sanctions. Bien entendu, la sanction la plus lourde est celle du feu, avec ses victimes et ses dégâts matériels. De plus, en cas de dommages dus à un incendie de forêt, votre assurance pourra appliquer une franchise supplémentaire de 5 000 € si vous n'aviez pas débroussaillé. L'assurance du propriétaire d'une maison voisine ayant brûlé peut également se retourner contre votre assurance au niveau de votre responsabilité civile. Pour éviter que certains propriétaires peu responsables fassent courir des risques à leurs familles et voisins, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers en ne débroussaillant pas, la loi prévoit plusieurs sanctions. Les contrevenants encourent notamment une amende de 135 €.
Cette amende pourra aller jusqu'à 1 500 € pour les terrains compris dans les lotissements, les zones d'aménagement concerté, les associations foncières urbaines et les terrains de camping. Le tribunal de police peut en outre décider d'une astreinte journalière de 30 à 75 € par jour et par hectare soumis à l'obligation de débroussailler jusqu'à réalisation des travaux. Les contrevenants encourent également une mise en demeure d'exécuter les travaux dans un délai qu'ils fixent. Passé ce délai, si les intéressés n'ont pas exécuté les travaux, la commune les fait réaliser d'office, puis leur refacture. En parallèle, des poursuites pénales peuvent être exercées par le tribunal correctionnel. Elles aboutissent à une amende pouvant atteindre 30 € par mètre carré non débroussaillé. Par exemple, pour une parcelle de 1500 m² située en zone urbaine, l'amende peut atteindre 45 000 €. De plus, ces infractions seront inscrites au casier judiciaire du propriétaire concerné. Le débroussaillement recouvre les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Nous l'avons vu précédemment. Un débroussaillement mal réalisé peut remettre en question son efficacité, même si le rayon de débroussaillement est respecté. Il faut donc attacher une attention particulière aux règles techniques qui permettront de créer une discontinuité verticale et horizontale du combustible. Concernant la création d'une discontinuité verticale, l'élagage des arbres de plus de 4 mètres est primordial. Il doit être effectué sur 2 mètres de hauteur ou sur le tiers de leur hauteur pour les sujets de moins de 6 mètres. Par ailleurs, les pieds des arbres seront dégagés de toute végétation. Cela empêchera le feu de passer des arbustes aux arbres. Concernant la création d'une discontinuité horizontale, la coupe ou éclaircie est une opération de première importance. Elle empêche le feu de passer d'un végétal à l'autre et permet en outre au feuillage de se développer. Les arbres améliorent ainsi leur état sanitaire. Pour cela, il faut couper les arbres et arbustes en densité excessive, de façon à ce que le feuillage de chaque arbre ou arbuste conservé soit distant du feuillage de son voisin immédiat d'au minimum 3 mètres. L'opération de débroussaillement ne vise pas à faire disparaître l'état boisé, mais doit au contraire permettre un développement harmonieux des boisements concernés. Il faut laisser subsister suffisamment de semis et de jeunes arbres de manière à constituer ultérieurement un peuplement complet. Il faut également couper les herbes hautes, les buissons, les broussailles, ainsi que les arbres et arbustes morts, dépérissants ou sans avenir. Attention également à la présence d'arbres à proximité immédiate d'ouverture des maisons, comme les cheminées ou les fenêtres. Ils représentent un réel danger, surtout lorsqu'ils possèdent une masse foliaire importante, comme le cyprès. Aussi, il faut couper tous les végétaux dans le périmètre d'une construction, de telle sorte qu'ils ne surplombent pas le toit de la construction et que celle-ci soit à une distance d'au minimum 3 mètres des végétaux conservés, feuillage compris. Des végétaux d'ornement ou des arbres remarquables dont le feuillage est situé à moins de 3 mètres d'une construction peuvent être conservés en prenant la précaution de les isoler du reste de la végétation. Dans le cas des haies, le choix de l'essence est également important. De plus, elles ne devront pas dépasser 2 mètres de hauteur et de largeur si elles se trouvent à moins de 10 mètres d'un bâtiment et être séparées de toute autre végétation par une distance minimale de 3 mètres. Au final, le débroussaillement ne consiste pas à faire disparaître l'état boisé, mais doit au contraire permettre un développement harmonieux des boisements concernés et leur installation là où ils ne sont pas encore constitués. Dans la mesure où l'étage arboré est peu dense, des îlots de végétation arborée et ou buissonnante pourront être maintenus afin de préserver la richesse biologique ou un paysage attractif. Les bouquets d'arbres ne devront pas dépasser 10 mètres de diamètre et être séparés de 5 mètres du reste de la végétation, de manière à respecter la discontinuité horizontale de combustible. Pour les mêmes raisons, les bouquets d'arbustes ornementaux ne devront pas couvrir plus de 30% de la surface et être séparés de 3 mètres des autres végétaux. Le ratissage autour de l'habitation, fortement recommandé, peut s'avérer particulièrement efficace et complète le travail préalable d'éclaircie et d'élagage ainsi que la coupe des herbes sèches. Dans le cas présent, la propagation du feu s'est arrêtée exactement à la limite des travaux réalisés. Le maintien en état débroussaillé signifie que toutes ces conditions sont remplies en permanence. La repousse de la végétation arbustive ne dépasse pas 40 cm de hauteur et ne couvre pas plus de 30% de la surface.
Concernant le débroussaillement des voies d'accès privées donnant accès aux habitations, il est nécessaire de couper tous les végétaux situés à l'aplomb de la chaussée sur 4 mètres de haut et de large. Cela donnera la possibilité aux véhicules de secours de se rendre chez vous. Les végétaux coupés ne doivent pas être laissés sur place, sans quoi ils sécheront et constitueront une importante masse très combustible qui augmentera le risque. Il est préconisé pour les éliminer de les amener en déchetterie ou de les broyer, voire de les brûler en dernier recours, dans le strict respect de la réglementation d'emploi du feu. La période idéale pour faire les gros travaux de débroussaillement s'étend de début octobre à fin février. Les travaux de finition ou d'entretien annuels, tels que le fauchage et le broyage, sont à faire au printemps, entre début mars et mi-juin, après les pluies qui augmentent la pousse de la végétation. Il est important que tous ces travaux, y compris les finitions, soient réalisés avant le début de la saison à risque afin de vous apporter la protection nécessaire en cas d'incendie. De plus, la réalisation de travaux de débroussaillement en été présente un fort risque de mise à feu et est donc à proscrire formellement. Si vous souhaitez faire brûler les végétaux que vous coupez, organisez vos travaux en fonction du calendrier d'emploi du feu et respectez les règles de brûlage en veillant notamment à l'absence totale de vent. Ces dernières sont régies par l'arrêté préfectoral d'emploi du feu que vous pouvez consulter en mairie et sur le site internet de la prévention des incendies de forêt dans les Pyrénées-Orientales. L'incendie de forêt étant un risque qui revient chaque été, il faut donc l'intégrer dans votre mode de vie. Vivre avec le feu, c'est, à l'amorce de la saison à risque, posséder un débroussaillement parfaitement entretenu. Il ne faut pas avoir de végétaux coupés sur le terrain, ni de tas de bois non protégés contre la maison. Les amas d'aiguilles de pin sur la toiture ou dans les gouttières sont également proscrits. Les citernes de gaz sont concernées par la réglementation. Si elles ne sont pas enterrées, elles devront alors être protégées par un muret. Si vous avez une caravane sur votre terrain, sachez que la chaleur seule peut l'embraser, même si le feu ne vient pas jusqu'à elle. À l'approche d'un incendie, n'oubliez pas que si votre propriété est débroussaillée réglementairement, vous pouvez vous confiner à l'intérieur de votre habitation, si elle est faite en dur. Dans tous les cas, suivez les instructions données par les personnes habilitées, à savoir la gendarmerie, la police ou les pompiers. Si vous restez dans votre maison, certains gestes seront à observer avant que le feu arrive chez vous. Il faudra rentrer tous les objets susceptibles de s'enflammer, calfeutrer les portes et les fenêtres de linges humides, ouvrir le portail pour faciliter l'accès au secours, fermer les bouteilles de gaz et les mettre dans l'eau de votre piscine ou à l'abri, garer les voitures et les caravanes, vitres fermées, à l'abri de la maison, côté opposé à la direction d'arrivée du feu. Rentrer dans un bâtiment en dur et ne jamais s'approcher du feu. Essayer de le combattre est extrêmement dangereux. Sachez à titre indicatif qu'à moins de 40 mètres de flamme faisant 8 mètres de hauteur, ce qui est courant pour un feu de forêt, vous risquez de graves brûlures, voire de perdre la vie. Vous devrez aussi fermer portes, volets et fenêtres et les calfeutrer. Arrêter les systèmes de ventilation électrique et boucher les appels d'air tels que ventilation et trappes de cheminée. Prévoir des lampes de poche ou des bougies. Constituer une réserve d'eau dans la maison. Ne jamais décider de partir au dernier moment. Vous pourriez vous retrouver au cœur de l'incendie, sans aucune protection. Je me suis déplacé vers les fenêtres. Là, j'ai été regarder ce qui se passait dehors. Donc j'ai vu un front, disons, de fumée à l'horizontale opaque qui passait avec une très forte chaleur à travers les vitres que j'ai ressenti. Et en l'espace de, on va dire, j'estime ça 7-8 minutes maximum, mais relativement vite, j'ai vu que ça s'éclaircissait. Et à partir du moment où ça s'éclaircissait, que j'ai vu que des petites flammes commençaient autour de la maison à entamer la petite végétation, les petits arbustes qui étaient autour, je suis ressorti. Je n'ai pas pu respirer, donc je suis rentré chercher une serviette que j'ai mouillée et ressorti à nouveau. Et là, j'ai arrosé avec un simple tuyau d'arrosage. Pendant le passage du feu sur votre propriété, il vous faudra rester calme et surveiller les vitres non protégées par des volets qui peuvent se briser sous l'effet de la chaleur. Dans ce cas, il vous faudra éteindre rapidement les particules enflammées entrant dans la maison avec votre réserve d'eau et vous signaler au secours par téléphone. Après le passage du feu, vous pourrez vous préparer à aller dehors en vous équipant de vêtements en coton, de gants et de chaussures en cuir. Une fois la fumée extérieure dissipée, vous pourrez sortir et contrôler l'état des portes, des volets, de la toiture et de la charpente.
vous pourrez sortir de votre habitation pour éteindre les parties incandescentes restantes. La survenue d'un feu génère peur et angoisse, quand il ne provoque pas des crises de panique. Garder votre calme et agir en toute sécurité sera plus facile si vous avez bien anticipé la situation. N'hésitez pas à simuler avec votre famille l'arrivée d'un feu en répétant les gestes à effectuer. Bien préparé et avec une bonne autoprotection, vous pourrez aborder la saison à risque sereinement. Plus que jamais, il convient de respecter la réglementation et les mesures de prudence. En effet, dans notre région, la forêt s'étend d'année en année et l'urbanisation progresse dans les espaces naturels. Ces facteurs, associés au réchauffement climatique, accentuent le risque d'incendie. Le feu menace à l'heure actuelle de vastes étendues boisées et des zones habitées en contact direct avec la forêt. Grâce à la vigilance et aux efforts de tous, et en particulier de vous les résidents à proximité de la forêt, les effets dévastateurs du feu ne seront plus une fatalité. En vous autoprotégeant, vous participerez à l'effort de protection de la forêt et renforcerez les dispositifs de défense contre l'incendie conduits par les pouvoirs publics. Votre action est primordiale pour optimiser celle des secours qui, moins pris par la protection des populations, pourront mieux défendre la forêt. Vous autoprotéger du feu, c'est aussi protéger la forêt, notre patrimoine. Donc voilà, on a vu ce film donc, qui a été réalisé par les communes forestières, donc avec des données qui me semblent intéressantes et qui ont été adaptées au département des Pyrénées-Orientales. Vous avez tous reconnu notamment des communes qui sont sur le massif des Albères. Et également donc, la commune de Banous, où il y a eu un événement pour ceux qui étaient présents le 7 septembre 2019. Donc c'est pas par hasard qu'on est ici, effectivement, lors de cet événement, lors de cet incendie du 7 septembre 2019. Donc il y a eu des choses moins qui ont été faites. Je vais laisser la parole donc, au service de sécurité pour un peu retracer peut-être cet événement et également commenter le film. Ouais, donc bonsoir. Donc je pense que malheureusement vous êtes tous retrouvés un petit peu dans ce film. Notre-Dame de la Salette, c'est 25 hectares qui ont brûlé sur un feu qui est parti à 6 h du matin. Ça fait 2 ans de là. Actuellement, au niveau départemental, la superficie brûlée est de 440 hectares pour 800, un peu plus de 800 départs de feu. Ce qui veut dire qu'on n'est pas à l'abri d'une origine d'un départ de feu, que l'objectif de ces opérations de débroussaillage est de vous protéger, vous, votre bien, votre famille et voilà, ce que vous avez construit et votre propriété. Actuellement, on se retrouve en deçà des autres départements, ce qui n'a pas été le cas les années précédentes, où on se retrouvait malheureusement sur l'arc méditerranéen au niveau du podium, dans les 3 départements où il y a eu le plus de superficie brûlée. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la meilleure des assurances et la meilleure des protections que vous pouvez faire, c'est le débroussaillage. Nous, au niveau des sapeurs-pompiers, lorsque nous sommes alertés, malheureusement c'est trop tard. C'est qu'il y a eu une origine, un départ de feu. Souvent d'origine anthropique, donc d'origine humaine, qu'elle soit accidentelle ou malveillante. Voilà, le feu se développe. L'objectif du débroussaillage, je pense que vous l'avez compris à travers la vidéo, c'est de limiter son développement, de limiter son intensité et de nous permettre, à nous, sapeurs-pompiers, d'intervenir, d'arriver dans les plus brefs délais. Au niveau des sapeurs-pompiers, donc il y a des centres de secours à Cerbère, à Banous, à Port-Vendre, à Argelès.
que l'activité incendie qui nous concerne, il y a une grosse activité secours à personne. Donc dans tous les cas, c'est pas parce qu'il y a un incendie qu'on arrivera forcément les plus rapidement, qu'on arrivera dans les 5 minutes ou les 10 minutes. Donc on arrivera quand on arrivera, le plus rapidement possible. Notre priorité, c'est le secours à la personne, la protection des biens et de l'environnement. Malheureusement, sur le feu de Notre-Dame de la Salette, il y a une maison qui est endommagée. Les primos intervenants, donc c'est les pompiers de Bagnoul, ceux qui sont arrivés, et j'en profite pour excuser le lieutenant Michel Gaz, qui est actuellement sur les Bouches-du-Rhône au Congrès national des sapeurs-pompiers, et qui n'a pas pu être là parmi nous. Et donc malgré l'intervention rapide des pompiers de Bagnoul, qui sont focalisés justement sur la protection de l'habitation, il y a une habitation qui est endommagée. Donc on peut y revenir ultérieurement dans les questions. On peut s'interroger sur les conditions d'embroussaillement, de débroussaillement qui ont été faits à ce moment-là. Néanmoins, la maison elle a brûlé, et ça, on ne pourra pas y revenir dessus. Ce qu'on a constaté également, parce que c'est quand même une intervention qui a nécessité à peu près 200 sapeurs-pompiers, des moyens aériens. Le bilan, il n'y a pas eu de personnes blessées, il n'y a pas eu de personnes décédées. Donc ça reste positif. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que 6 h du matin, c'est pas des horaires où on pense qu'il peut y avoir des débuts d'incendie. On pense que c'est l'après-midi, on pense plein de choses. Donc néanmoins, c'est des heures où on peut dormir. On est pris au dépourvu, il y a cet effet de panique. Donc, et ça a posé certaines problématiques sur l'accessibilité au niveau des moyens de secours, avec le besoin de prendre la voiture et de quitter les lieux pour dire je m'en vais parce que je ne me sens pas en sécurité. Si on ne se sent pas en sécurité, peut-être, on pourra en revenir, mais peut-être que si c'est débroussaillé, que c'est propre, qu'il y a des vignes à côté, c'est facile à dire. Hein. Nous, du feu, on en fait régulièrement, malheureusement. Mais ce sentiment de sécurité, voilà, ça nous pose plus de problèmes que vous quittiez la maison parce que vous avez peur et que vous pensez faire quelque chose de bien. Et l'inversement, ça nous gêne dans nos moyens, nos véhicules qui veulent accéder au sinistre et accéder au chantier. Il y a eu des petits soucis aussi de bouteilles de gaz qu'on laisse à l'extérieur, donc tout ce qui est dans le clos extérieur, des aménagements extérieurs. Donc ça pourrait être intéressant, donc là pour le mois d'octobre, mais peut-être avant la saison estivale, de faire des piqûres de rappel sur les bonnes conduites à tenir, malheureusement en cas de sinistre, même si on touche du bois, qu'on n'est pas là pour avoir des sinistres régulièrement. Après, je voudrais aussi relever l'efficacité des réserves de sécurité civile qui ont été mises en œuvre intercommunalement, et c'est la première dans le département. Le dispositif de surveillance des sapeurs-pompiers. Donc voilà, il y a un gros dispositif qui est mis en œuvre, mais néanmoins, la meilleure des assurances et la meilleure des protections, ça reste quand même vous et le débroussaillage que vous pouvez faire sur vos parcelles et éventuellement sur les parcelles d'à côté. Et avec du recul, peut-être que le feu de Notre-Dame de la Salette, avec des opérations ou des débroussaillages mieux effectués, n'aura pas eu peut-être les conséquences qu'il y a eu. Voilà. Très bien, merci. Donc, dans ce deuxième temps, je vais vous faire un petit rappel sur les obligations légales de débroussaillement sur la commune de Bagnoul, donc. Et l'Office national des forêts interviendra dans une deuxième partie concernant notamment les contrôles de ces obligations légales de débroussaillement. Donc, en effet, en zone de DFCI, en zone de défense de la forêt contre les incendies, le débroussaillement est une obligation réglementaire, et cette obligation est à la charge des propriétaires de bâtis. Donc, c'est le code forestier qui le réglemente, ainsi que l'arrêté préfectoral du 15 avril 2019. Donc, sur Bagnoul-sur-Mer, mais également dans les secteurs les plus sensibles du département, ça va être la DDPM, donc vous-même, l'ONF, les communes forestières et le SDIS, qui vont s'engager avec la commune pour réaliser ce plan d'action.
Alors ce plan s'appuie sur les directives du préfet de février 2017 et l'objectif qu'on s'est tous fixé, c'est d'avoir des parcelles conformes pour l'été qui va arriver en 2022. Donc on l'a vu dans le film, les mesures à entreprendre, c'est le débroussaillement de 50 mètres aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, à la charge du propriétaire, dégager les voies d'accès pour que les camions de pompiers puissent accéder aux habitations, d'un gabarit de 4 mètres sur 4 mètres, et débroussailler également les parcelles qui sont non bâties en zone urbaine, donc en zone U au niveau des documents d'urbanisme en vigueur. Donc tout cela pour la mise en protection des habitations et également limiter l'intensité et la propagation du feu aux parcelles voisines. Donc un exemple, vous verrez beaucoup de photos. Ici, un camion de pompiers avec des flammes qui s'élèvent à 3 fois la hauteur du camion sur une végétation qui est pourtant pas extrêmement haute, avec de l'autre côté un mas en proie aux flammes où le débroussaillement n'est pas réalisé. Donc on voit dans quelles conditions vont effectuer le travail des moyens de lutte. Toujours très difficile. Alors où doit-on débroussailler? On l'a vu dans la vidéo. C'est un rayon de 50 mètres autour de chaque habitation. Un plan de débroussaillement a été réalisé et peut être consulté à la mairie. Donc ce plan de débroussaillement est important puisque c'est là-dessus que vous pouvez vous appuyer pour savoir qu'est-ce que vous devez faire et où vous devez aller. Et notamment si vous devez intervenir sur un fond voisin, quel qu'il soit. Alors le débroussaillement, ça a un coût. Ça a un coût, mais il est possible de limiter ce coût. Donc tout d'abord la mutualisation. En effet, si vous faites intervenir une entreprise forestière, si vous vous regroupez, le déplacement va être réduit au niveau des coûts. Également au niveau de la surface, plus la surface sera grande et moins le prix au mètre carré sera élevé. À terme, il est même possible de créer une association syndicale autorisée. Dans ce cas-là, il est même facile de programmer sur plusieurs années le traitement, le débroussaillement de la végétation aux alentours des maisons. Pour les personnes qui sont dans des masses qui sont isolées, il est possible par exemple d'employer des services à domicile également, avec une réduction fiscale au crédit d'impôt de 50%. Enfin, il n'est pas interdit également entre voisins de tout simplement s'auto-organiser pour faire des journées de débroussaillement ensemble. Sur des surfaces plus importantes, il est également possible de valoriser pour minimiser les coûts. On pense à la réalisation de plaquettes forestières. Donc je vais passer peut-être la parole à mon collègue de l'Office national des forêts sur le calendrier et les contrôles des obligations légales de débroussaillement. Donc, comme ça vous a été dit tout à l'heure, on a pour objectif de faire un second passage. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous résident au niveau du lotissement de la Salette. Alors, pour ceux qui y résident, on va repasser. Les règles sont les mêmes. Simplement, la concentration des enjeux humains potentiellement impactés suite au feu qu'on a cité les collègues du SDIS nous a amené à contrôler spécifiquement ce secteur. Il n'est pas exclu qu'on fasse bien sûr à nouveau des campagnes de diagnostic et de contrôle sur les zones sur la missionnaire. Concernant la première phase de contrôle, elle est prévue entre février et mars. Vous serez avertis par le biais de la mairie de nos dates de passage. Je ne sais pas s'il est utile de revenir sur les conditions de réalisation du contrôle. Moi, je souhaiterais, à moins que vous ayez des questions sur les conditions de réalisation, les critères techniques, moi, je souhaiterais revenir sur ce qu'on a pu constater lors de la phase de diagnostic. Cette phase de diagnostic, alors, c'est pas, vous avez compris, c'est une réglementation qui est quand même assez complexe. On demande, nous ce qu'on demande très clairement, c'est de l'espace entre la végétation. Il n'est pas possible en milieu méditerranéen d'avoir une biomasse importante dans les 50 mètres de sa maison. Vous l'avez compris, ça met en difficulté d'abord, en premier lieu, pour votre sécurité, celle de vos proches, bien sûr.
pour votre bien qui est sur la maison, mais également pour les moyens sapeurs-pompiers qui vont intervenir. Donc, on travaille en étroite collaboration avec le SDIS. Une maison qui ne bénéficie pas d'un débroussaillement, c'est à peu près 2 camions-citernes feu de forêt pour la protéger, si elle arrive dans les délais. Des camions-citernes feu de forêt au niveau du département, donc ça, on va compter également les moyens qui sont présents en Cerdal, qui vont mettre certaines délais de transit. C'est à peu près 70 camions-citernes feu de forêt. Nous, on a contrôlé 40 parcelles sur Banyuls. Donc voilà, même avec toute la bonne volonté possible, on ne peut pas intervenir, on ne peut pas protéger individuellement chaque maison, c'est impossible, même pour les départements les mieux dotés comme le Var, les Salis de Gonfaron, qu'on vous a rappelé, voilà. Même avec les appuis interdépartementaux, c'est impossible. Un feu qui se propage avec une tramontane d'environ 50 km/h, il va se propager à 1500 mètres à l'heure. Ça, c'est les vitesses de propagation. Le feu se propage de plusieurs manières, mais les principales, c'est le rayonnement, donc le phénomène électromagnétique que vous connaissez tous quand vous êtes approché de la cheminée, et la convection. La convection, c'est la pyrolyse des gaz qui en sont issus. C'est des gaz chauds à peu près 1500 degrés. C'est pour ça que là, on va parler de 2 choses. Le débroussaillement est quantitatif, c'est-à-dire sur une profondeur de 50 mètres. C'est les cercles qui ont représenté par le débroussaillement que vous avez aperçu. Ça, c'est un rayon de 50 mètres. La coloration correspond à chaque propriétaire à qui incombent les travaux. Donc vous l'avez compris, si ces 50 mètres sont au-delà de la propriété propre, c'est quand même au propriétaire du bâti de mettre en œuvre les travaux. Donc il y a une dimension quantitative sur ces 50 mètres, mais qualitative. Et c'est des espaces qu'on va créer dans la végétation dans ces 50 mètres. Donc cette réglementation, je vous l'ai dit, elle repose sur une dizaine de critères. Donc ils vous ont été rappelés dans la vidéo, mais en réalité c'est débroussaillement des strates basses arbustives. Donc ça c'est la diapositive d'en haut, je ne sais pas si vous le voyez, c'est-à-dire sous les arbres, à la plante des arbres, il ne peut pas y avoir de cyste de bruyère, parce que ça va amener par convection et rayonnement le feu dans la cime des arbres, dans le haut-pied. Le haut-pied c'est donc la partie feuillue. Ensuite, il faut mettre à distance ces fameux houx-pieds de tout massif arbustif de 3 mètres. Et ensuite, mettre à distance les arbres entre eux. Car les feux de cime, l'embrasement généralisé, il est très difficile pour les sapeurs-pompiers d'y faire face. Donc l'idée de cette démarche-là, c'est la première, elle est essentielle. Donc l'idée de fond, bien sûr, il y a l'élagage des branches basses. Élaguer, c'est supprimer les branches basses sur 2 mètres de hauteur, ou un tiers de la hauteur de l'arbre, et mettre à distance les arbres qui sont aux abords de la maison. Ça a été précisé dans le film. Vous avez des arbres remarquables, patrimoniaux certainement, à proximité de la maison. Vous pouvez les conserver, mais vous allez éliminer toute végétation à 5 mètres de ces végétations-là que vous souhaitez préserver. En tout état de cause, il y a des choix à faire dans la végétation. Il y a la problématique des haies qui est très importante, parce que les pompiers considèrent ça comme des mèches, c'est-à-dire une conduction complète. Donc il est important d'isoler les haies de la maison et du reste de la végétation. Et bien sûr maintenir ces haies à 2 mètres de haut. C'est les résultats donc, que je vais vous commenter. Donc il y a la dimension, je vous le disais, quantitative, donc c'est 50 mètres, et qualitative. Donc qualitative, ça va être la bonne réalisation de ces travaux qu'on vient de décrire. L'illustration en bas, c'est-à-dire que même si on va au-delà de la limite de propriété, il faut aller travailler chez le voisin. Ça c'est un exemple de réalisation, enfin, ou en cours de réalisation. Là, les arbres se touchent tous, les houx-pieds sont tous en contact, donc c'est insuffisant. Il faut séparer les arbres, voilà, par abattage. Là, typiquement, on a un exemple. C'est une photo qui a été prise lors d'un contrôle au niveau des hautes serrées, pour ne pas les citer. Donc, c'est pareil, forte pente, végétation méditerranéenne. Alors, on voit sur le premier plan, c'est intéressant parce que là, vraiment, on a atteint une conformité stricte à 50 mètres.
Et alors, pour rien vous cacher, derrière la maison de droite, on est sur fond voisin. Donc là, il faut bien comprendre que derrière la maison que vous situez au premier plan à droite, en fait, les travaux n'ont pas été exécutés. Et la problématique, elle est que sur un feu qui va monter, non seulement la maison a un fort risque d'être impactée, mais vous voyez les voisins derrière, il va y avoir aussi une répercussion sur le voisinage. Donc la réalisation, elle doit être homogène. Donc là c'est des travaux en cours où en fait le propriétaire il a mis une rubalise sur les arbres d'avenir, ça peut être des petites tiges, mais également les arbres qui souhaitaient conserver. Donc la sélection c'est celle-ci. C'est comme ça qu'il faut procéder si vous voulez mettre en œuvre des travaux efficaces. Vous allez désigner les arbres qui vous tiennent le plus à cœur ou qui sont les mieux portants, j'ai envie de vous dire, ou alors les essences qui vous intéressent le plus. Ça, c'est des choix personnels. Et vous allez isoler les arbres les uns des autres. Donc, abattre ce qui reste. Donc, on va en revenir au résultat. Alors, je vais vous montrer deux graphiques. Plus vous allez... alors, là, c'est le constat qui a été fait sur les propriétés propres. 40 parcelles sur le lotissement de la Salève. Donc là, c'est ce qui a été fait dans la propriété du bâti. Donc on a 40 parcelles, on a eu 11 sur lesquelles on avait une conformité complète. C'est-à-dire que les arbres sont à distance, les massifs ornementaux ou les quelques arbustes méditerranéens sont à distance les uns des autres. On a donc ça c'est ce qui apparaît en bleu. C'est-à-dire que là, et si vous voulez, j'ai un peu... plus on va vers une couleur chaude, plus il y a un danger en cas de feu de forêt. Voilà. Donc là, c'est les abords de la maison, et vous voyez, il y a déjà 7 parcelles sur lesquelles on considère qu'il n'y a pas eu de travaux qui ont un effet sur le feu de forêt qui arriverait. Les couleurs orange, c'est-à-dire que c'est juste un débroussaillement au sol. La plupart du temps, les gens ils savent qu'il faut faire un débroussaillement, la mairie renvoie des courriers leur rappelant leur obligation, simplement ils ont juste enlevé la végétation arbustive. La problématique c'est qu'on va avoir la canopée, tous les houppiers qui se touchent, qui arrivent quasiment aux abords de la maison. Voilà. Et les parcelles jaunes, c'est des problématiques de continuum de végétation, mais très localisées. C'est souvent le cas avec les haies, parce qu'elles sont souvent en contact avec les bâtis et avec d'autres végétations. La diapositive suivante, elle montre par contre l'intervention sur fond voisin. Alors vous voyez, il n'y a plus de bleu. C'est-à-dire qu'il y a du vert, c'est-à-dire que là, au moment du contrôle, et c'était début mai 2020, T1, il fallait encore faire une repasse, c'est-à-dire un entretien avant l'été. Mais ça, c'est uniquement, entre guillemets, un fauchage. Par contre, vous le remarquerez sur les 18 propriétés qui étaient concernées par le fond voisin, il y en a 12 qui avaient strictement rien fait sur le fond voisin. Ça veut dire que si le fond voisin est à 7 mètres et qu'il y a un feu de forêt, il y a un impact quasiment certain sur l'habitat. Bon. Alors, rien de dramatique, c'est ce qu'on rencontre lors des phases de diagnostic, mais ça montre aussi qu'il y a encore, nous sommes encore en attente de pas mal de travaux. Donc pour la suite, en fait, suite à ce premier contrôle pédagogique, il va y avoir d'autres contrôles. Donc d'autres contrôles, comme on l'a dit, dans un second temps, au printemps ou fin février, disons. Déjà, début fin février, il y aura un deuxième contrôle sur les mêmes parcelles. Et donc, il faudra être conforme à la réglementation en vigueur. Il y aura une analyse pour savoir si derrière, ceux qui ont vraiment rien fait et qui sont en danger, qui mettent en danger les voisins, il y aura un timbre à vendre derrière. On ira plus loin, on pourra aller jusqu'à la mise en demeure de travaux d'office si vraiment aucun travaux n'est réalisé. Voilà, donc là je crois qu'on a fini notre présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Bonsoir, et merci pour toutes vos informations. Alors, Marie et moi, nous habitons près de la maison Paul Reich. Avant, c'était des vignes, certaines ont été détruites pour faire un lotissement. Et à l'arrière de notre maison, il y a une vigne qui est restée, de vigne même, qui était bien entretenue.
Et maintenant, ben, le gérant, parce qu'en fait, c'est pas le propriétaire, le gérant, monsieur Olivier Capey, qui l'entretenait, maintenant ne tient plus à l'entretenir, et cette vigne devient une friche. Donc, ce qu'on voudrait savoir, si c'est à nous, alors que le propriétaire est connu, qu'il y avait quelqu'un qui d'ailleurs travaille à la mairie qui s'en occupait, est-ce que c'est à nous de défricher? Ou au propriétaire. Ou au propriétaire. Parce que déjà, on a défriché une partie d'une autre vigne qui était à côté, qui maintenant, je crois, a été reprise par la mairie, et ça nous a quand même coûté une somme assez importante. Donc, est-ce que c'est normal que ce soit à nous, et non au propriétaire, de s'en occuper? Dans ce cas-là. Dans ce cas précis. Oui, donc la réglementation dit qu'il faut protéger 50 mètres autour de son bâtiment. Donc la vigne n'existant plus, c'est une friche, c'est bien à vous d'aller sur le fond voisin pour aller réaliser les travaux sur une profondeur de 50 mètres de débroussaillement. Donc c'est à vous de prévenir le propriétaire comme quoi la réglementation vous impose de réaliser ce débroussaillement. Et donc c'est à vous d'aller voilà, sur le fond voisin pour débroussailler. Et donc les frais nous incombent à nous et pas à lui. Voilà, c'est puisque vous protégez votre bâtiment, vous protégez votre habitation et vous vous protégez. Sur le terrain voisin, en fait, maintenant c'est une friche, il n'y a pas de bâtiment. Il doit être en dehors de la zone U, au niveau du document de l'UNIS, c'était une zone agricole. Mais finalement, cette vigne a été abandonnée, c'est une friche, d'après ce que je comprends. Donc c'est bien à vous de vous protéger et d'aller sur cette fameuse profondeur de 50 mètres. Et c'est bien à vous d'aller débroussailler sur ce fond voisin. Bien sûr, en prévenant le propriétaire, comme quoi le code forestier vous impose à réaliser ce débroussaillement. Je précise que ce n'est pas juste de prévenir le propriétaire, c'est une demande d'autorisation au propriétaire. Cette demande d'autorisation, dans certains cas, alors je vous garantis que c'est fait. Bien sûr, souvent vous l'aurez. Voilà. Il faut demander l'autorisation au propriétaire d'intervenir. Je ne connais même pas le nom du propriétaire. Ça, auprès de la mairie, vous aurez par le biais du cadastre. Voilà. Sachez que sur le site internet prévention-166.com, il y a le modèle de lettre qui est rédigé. Parce que dans certains cas qui peuvent être rares, mais qui existent, le propriétaire peut ne pas répondre. Dans un délai d'1 mois. Donc ce qui est demandé, c'est d'envoyer un courrier avec accusé de réception. Il peut ne pas y répondre. Et à ce moment-là, vous gardez une copie du courrier envoyé, une copie de l'accusé de réception, vous rendez à la mairie pour en informer la commune que vous avez fait la démarche, vous n'avez pas les autorisations, donc vous ne pourrez pas intervenir. Et à ce moment-là, il y a un transfert d'obligation. C'est pas, la plupart des cas, ça ne se passe pas comme ça. Le propriétaire répond et donne l'autorisation. Il peut aussi répondre à la négative parce qu'il veut lui-même faire les travaux. C'est possible sur des terrains agricoles et des personnes qui sont dotées, voilà. Donc ça peut être variable. Mais la plupart du temps, bien sûr, on va vous autoriser à faire les travaux sur le fond voisin. Voilà. Dès lors qu'il n'y a que votre bâti dans les 50 mètres, dans le périmètre des 50 mètres, la réglementation, c'est une spécificité du code forestier. Alors, elle peut paraître, voilà, c'est une spécificité, mais quand on est dans un bâti au milieu de la forêt méditerranéenne, c'est initialement comme ça qu'elle a été créée. Voilà. Donc il faut se protéger du feu. Voilà le sens de la loi. Oui, merci, j'avais la même question aussi. Pour quel propriétaire inconnu, mais je comprends qu'à la mairie, on a de toute façon une adresse d'un propriétaire à qui on peut envoyer une lettre. Et si elle revient NPAI, comme on dit, tant pis. Il faut le spécifier à la mairie, donc il prendra des dispositions. Deuxième question, est-ce que l'ONF, à titre de conseil, peut intervenir sur demande de particulier? C'est-à-dire si on a envie d'avoir des conseils éclairés sur la parcelle à déboiser, est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de venir voir? Sans attendre les contrôles, sans attendre tout ça? Non, on va avoir du mal à répondre à ces sollicitations-là. Nous, déjà, on consacre du temps à cette mission d'intérêt général. Ça va être difficile pour nous. Après, je ne vous cache pas qu'on peut associer certains élus ou la police municipale qui, eux, donc seront sensibilisés et qui connaîtront la manière d'appliquer la réglementation, donc qui pourront apporter un conseil. Oui, après ce que vous dites, je ne vois pas comment le propriétaire pourrait refuser qu'on lui fasse au terrain. Là, parce que si c'est pas fait, qui c'est qui chope à la bande? C'est le propriétaire ou c'est le propriétaire? Alors, clairement, le propriétaire du bâti
qui doit intervenir chez un fonds voisin demande. Là, pour l'instant, l'obligation, elle incombe qu'au propriétaire bâti. Pour nous, c'est la protection du bâti. Donc effectivement, si vous essuyez un refus, ce qui est rare, mais qui arrive, ou alors une non-réponse, parce que la personne ne prend pas la peine de vous répondre dans un délai d'1 mois, c'est la réglementation, à ce moment-là, il y a un transfert d'obligation. C'est pour ça qu'on demande, si vous avez une non-réponse ou une réponse négative, on le signifie à la commune. À ce moment-là, si le débroussaillement il manque que la partie du fonds voisin, c'est lui qui aura l'amende. Mais effectivement, dans 95% des cas, le propriétaire autorise. Oui, il y a il faut vraiment le faire accuser avec ça. Oui, bonsoir. Oui, j'ai ma propriété, moi, mon terrain, qui est en limite d'une rivière, enfin qui est souvent un sec, il n'y a pas d'eau. Donc déjà, ça fait déjà une barrière naturelle en cas d'incendie. Et j'ai mon terrain qui se trouve à peu près à 1,50 m au-dessus du lit de la rivière. Alors, est-ce qu'il faut quand même que j'aille jusqu'aux 50 mètres? Oui, donc là c'est 50 mètres parce que c'est du rayonnement. Alors pour moi, c'est une forme d'oued que vous avez en dessous chez vous. Vous êtes propriétaire jusqu'à la moitié, à minima, voilà, sur le fond de la bègue. Donc ça, il faut que vous débroussailliez jusqu'au fond de la bègue, voire à 50 mètres, effectivement. La problématique, je vous l'ai dit, c'est il peut y avoir des ruptures de pente, mais le feu, il se propage d'une part par rayonnement, mais également par les colonnes de convection, les gaz chauds. Ces molécules se dilatent, et elles montent nécessairement, poussées par le vent. Vous n'êtes pas du tout à l'abri à cause de ça. Des barrières naturelles, d'ailleurs c'est pas des naturelles, mais des vraies zones qu'on pourrait appeler pyrorésistantes, c'est pas une route de 6 mètres, parce que là c'est traversé dans 100% des cas, ça va être des carrières. Ça c'est pyrorésistant. C'est les seules zones pyrorésistantes qu'on connaisse. Ou alors, quand les sapeurs-pompiers n'ont pas le choix, ils s'abritent derrière les murs de la maison pour essayer d'intervenir. Voilà. Donc, je vais vous poser une question. Donc, moi, j'ai un voisin à côté qui est tout proche. Hein. On a peut-être entre les deux maisons, il n'y a pas les 10 mètres. Hein. Il doit y avoir 6-7 mètres entre les deux maisons. C'est un maison. Le voisin, donc lui, il est sur 3000 m². Et c'est carrément la zone chez lui. Enfin, il n'entretient pas du tout son jardin. C'est déjà tout embroussaillé, il y a des arbres morts, mais qui est tout proche de chez moi, qui est en limite, qui a 1 ou 2 mètres de ma limite de propriété, et ben, il ne fait rien, il fait strictement rien du tout. Il y a quelque chose à faire. Deux maisons? Il y a 2 maisons, et donc ils sont à peu près à 6-7 mètres l'une de l'autre, et il y a plein de végétation du voisin qui est en limite de propriété. Moi, j'avais tout nettoyé à titre chez moi personnellement, mais il y a toute cette végétation. D'ailleurs, qui vient chez moi, je suis toujours en train d'élaguer les arbres. Voilà. Alors, il y a des règles en matière d'urbanisme d'abord pour les arbres en surplomb, mais également, bien sûr, il est soumis si vous êtes soumis aux obligations liées au code forestier, certainement votre voisin aussi. Donc effectivement, il doit nettoyer. Oui. Voilà. Il ne le fait pas. Peut-être vous pouvez le signifier à la mairie si vous avez un problème de sécurité. Ils ne peuvent pas tout observer, ils ne peuvent pas tout voir. Donc vous pouvez déjà le souligner. La mairie peut le rappeler alors. Voilà, il y a des obligations comme chacun. D'après ce que vous m'expliquez, après il y a peut-être un problème aussi de superposition dans les 50 mètres, si vous êtes concerné par les 50 mètres. C'est 50 mètres. Le code forestier, je peux vous l'expliquer sommairement, mais donc ça a été dit dans le film. Il n'y a pas de superposition, il y a toujours un responsable. C'est-à-dire que sur les limites cadastrales, en cas de superposition, ça va être le bâti le plus proche de la limite cadastrale avec le fonds voisin qui va récupérer dans ces 50 mètres le travail. Voilà. Après, quand les gens s'entendent bien, et c'est dans de nombreux cas, dans de nombreuses communes, il y a eu une association entre voisins. D'ailleurs, même sur la ROC, ça a même favorisé le lien entre voisins qui ne se parlaient pas forcément. Sur les interventions justement au-delà de leur propriété, ils sont mutualisés. Sur les hauts serrés, ils font appel à une entreprise. Alors c'est du travail de longue haleine. Ils ont commencé à travailler là-dessus en 2009. Mais maintenant, pour je crois une cotisation qui est de l'ordre de 180 € annuels par chaque propriétaire, ils ont le débroussaillement fait. Chacun fait chez soi, et le débroussaillement qui va à 50 mètres, qui est souvent une grosse partie, est fait par une entreprise. Ils ont la garantie de la sécurité l'été. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue.
Écoutez, je pense que vous pouvez le signifier à la mairie si vous avez un souci et une crainte quant à la sécurité. La police municipale est à même de rappeler les obligations. Vous avez dit de se rapprocher du propriétaire pour lui rappeler. C'est cela. Merci. Bonsoir. Voilà, j'ai un problème parce que j'habite une maison isolée dans un grand terrain très boisé. C'est une maison qui se trouve en bas d'un petit chemin qui s'appelle le chemin de la Coume del Mars et je suis près de l'HLM El Rapatell del Sul. Alors j'ai bien compris et j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour commencer à débroussailler autour de ma maison. Cependant, il ne me sera pas possible de faire l'application stricte de la réglementation, étant donné que le coût, moi je suis seule concernée par ma maison et le terrain, et donc le coût est pour moi très important, je ne peux faire que des choses par étapes. Or, vous avez dit qu'en été 2022, il faudrait que l'ensemble de la commune de Banyuls soit conforme à la réglementation, ce que je ne pourrais pas faire. C'est un objectif, je pense qu'on va faire preuve de discernement dans le contrôle. Il y a une première chose déjà, est-ce que vous êtes en totalité chez vous, dans les 50 mètres? Oui, dans les 50 mètres, oui. Alors, bon, d'abord, nous, on va être très strict sur chez soi, il faut leur faire le travail. Ça, c'est sûr. Bon, vous êtes concerné, donc du coup, par 8000 m² à débroussailler. Alors, l'avantage qu'il y a si vous êtes chez vous, c'est que le bois vous appartient. Il y a certaines entreprises, j'imagine que vous avez du chêne vert. Non, j'ai beaucoup de baies maritimes. C'est-à-dire en dessous de ma maison, il y a une très grande pinède. Si je dois appliquer la réglementation, je n'arriverai jamais à faire face au coût que ça va occasionner. Je comprends bien. Alors, je suis un peu angoissée. On va communiquer à la mairie quelques entreprises, parce que maintenant, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une valorisation du bois sous forme de plaquettes forestières. Il y a quelques exploitants qui peuvent, entre guillemets, faire de l'abattage, mais récupérer, parce que ça a un coût. Et l'avantage, c'est que quand même, s'ils récupèrent le bois, si c'est du pain, c'est pas un souci, parce que la plaquette, c'est quand même assez à la mode, il y a besoin d'alimenter les chaudières. Il y a peut-être des arrangements entre guillemets à jouer, donc c'est un contrat, ça coûte pas rien, mais la personne elle peut non seulement faire l'abattage mais évacuer les déchets. Donc ça c'est quand même bien une plus-value. On en a discuté avec M. le maire dans notre précédente réunion, on peut communiquer quelques coordonnées dans ce sens. Ce qui peut faciliter, l'idée c'est de partir de la maison et d'arriver aux 50 mètres, voilà, dans les meilleurs délais. Vous l'avez vu, hein, on ne sait pas quand est-ce que ça va nous tomber dessus. On en a chaque année dans les Pyrénées-Orientales. Hein. Cette année, on a quand même eu 2 bâtis qui ont été impactés inhabitables. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une réalité pour chacun d'entre nous autour de la table. Merci. On insiste là-dessus. Est-ce que ça concerne aussi les arbres fruitiers? Alors, je vais répondre à cette question. Donc, s'il y a une activité agricole, notamment, je sais pas, des amandiers par exemple, et où les arbres fruitiers sont entretenus, taillés chaque année, et où il y a un exploitant agricole qui récolte évidemment les fruits, l'arrêté préfectoral prévoit qu'il n'y ait pas d'action de débroussaillement sur ces parcelles. Voilà. Après, il ne faut pas que ce soit des amandiers qui sont pas entretenus et où il y a de l'herbe dessous et qui sont en état de friche. Donc voilà, on parle bien d'une activité agricole. Citronniers, orangers, oui, par exemple, des agrumes également. Bonsoir. J'ai en face de chez moi un terrain de 4200 m², on est en zone urbaine, UC, et la moitié est en friche, ça donc vous venez d'expliquer ce qu'il faut faire. L'autre moitié, c'est paradoxal, c'est par curiosité, je pose la question, parce que c'est la partie qui jouxte le laboratoire, le nouvel aquarium. C'est des gens qui sont scrupuleux, qui entretiennent parfaitement le terrain, d'autant que ça correspond à la sortie de secours de l'amphithéâtre. Mais ce qui est de surprenant, c'est que vous avez des arbres imposants qui viennent contre l'aquarium par derrière ça. Et alors c'est d'autant plus surprenant que le 3e étage est en bois.
de l'aquarium, et vous avez ces arbres, je parle de pins qui font une dizaine de mètres de haut pour autant de large, c'est-à-dire que c'est vraiment et une rangée de cyprès. Ça vient lécher ce bâtiment. Alors j'ai supposé à l'époque qu'on n'avait pas le droit de détruire des arbres. Je répète, le terrain est entretenu tous les ans. Mais c'est quand même surprenant de voir des bâtiments qui accueillent du public avec ces arbres. Alors je pose la question. Alors, la réglementation, elle concerne tous les bâtiments. Ouais. Donc eux aussi, s'ils sont en zone forestière, en zone de défense de la forêt contre les incendies. Alors voilà, on a la parcelle donc U, mais une partie de la commune de Banyuls n'est pas concernée par les obligations légales de débroussaillement. Alors c'est une toute petite partie, je ne vais pas afficher, mais vous allez pouvoir le retrouver sur le site de prévention incendie. Mais s'ils sont concernés par les obligations légales, effectivement, ils doivent aussi plier. Après, si c'est un jardin ornemental, il est possible également de préserver quelques sujets qui sont jolis. Mais dans ce cas-là, il faudra isoler ces sujets de 5 mètres de la végétation. Donc eux aussi, s'ils sont concernés par les OLP, par les obligations légales de débroussaillement, ils devraient effectuer ce débroussaillement. Moi, j'aimerais entendre le commentaire de mon confrère Bastide, comment il a géré ça, parce que je vois comment c'est compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est une bonne réunion. J'ai connu des réunions beaucoup plus musclées. Alors, tout à l'heure, juste une parenthèse, je ne veux pas être un provocateur. Quelqu'un me disait dans la salle, je dois nettoyer sur la propriété du voisin, c'est pas normal. Je me souviens dans une même réunion, il y a un voisin qui a dit, moi, je suis né ici, quand vous avez construit, vous ne m'avez pas demandé mon avis. Donc il a dit, si maintenant vous devez nettoyer, moi je vous laisse nettoyer, mais je ne nettoie pas. C'est assez paradoxal, hein, c'est comme ça. Donc c'est pas facile à mettre en œuvre, ça a été dit. Mais par contre, pour m'occuper des communes forestières déjà depuis pas mal d'années, et être impliqué dans la DFCI, au plan départemental, mais aussi au plan régional, puisque je suis administrateur aussi de l'Union régionale des collectivités forestières. J'ai pu me rendre il y a 2 ans à Saint-Gilles, dans le Var, et là j'ai vu les gens pleurer. Tout le lotissement est pratiquement passé à la casserole. Tout le lotissement, il y a eu peut-être 30 maisons de brûlées dans le lotissement par effet de neige. Parce que vous expliquez, c'est-à-dire ces grosses intensités de chaleur que vous avez. L'adjoint au maire, il m'expliquait qu'il était dans la rue. Il dit, avec une température, vous êtes peut-être 48 degrés. Et tout d'un coup, là, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un en disant justement de rentrer les bouteilles de gaz. Et là, paf, il y a un arbre qui s'est enflammé, et ainsi de suite. Et le feu sautait, ce qu'ils appellent les sautes de feu, les pompiers, celui là même que moi je vais vous expliquer. Je vous garantis, quand vous voyez ce lotissement, comme j'ai pu le voir, 2 ans après, avec encore, puisque après, une fois que vous avez été brûlé, vous avez des assurances qui marchent ou qui ne marchent pas. Et souvent, 2 ans après, il n'y a toujours rien de fait. Et que vous voyez une partie des maisons cramées, les voitures qui sont cramées, qui sont toujours dans la propriété, parce qu'on ne peut pas les sortir, parce qu'il y a toujours des experts, des contre-experts, ceci, cela, ça fait mal au cœur. Alors, c'est peut-être dur, mais moi je vous engage fortement à le faire. Voilà. Alors, je suis passé par là, il y en a d'autres qui sont passés. Alors, je crois que sur Banyuls, ce n'est pas le cas, on est toujours sur 50 mètres. Sur la commune de Dons, je peux la citer, puisqu'ils sont passés par là il y a 2-3 ans. C'est là où il y a eu une réunion musclée, puisqu'il y avait plus de sapeurs-pompiers de Marseille, qui ne comprenaient pas ce que vous demandez. Et le maire d'Ons a passé la limite, je crois que c'est même à certains endroits, il est allé jusqu'à 150 mètres. Alors, effectivement, il y a quelqu'un dans la salle qui s'est levé en disant mais c'est pas possible. Il a dit écoutez, vous êtes en plus dans un cul-de-sac. Il n'y a aucune autre issue. Si vous ne faites pas ce qu'on vous demande de faire, c'est-à-dire les 4 mètres pour que les camions puissent passer, si vous ne vous protégez pas tout seul, et en cas de sinistre, il y a 2 solutions, vous le faites ou vous y restez. Donc ça c'est fait, laborieusement, mais ça c'est fait. Je pense que ça s'est bien passé, parce que quand ils vous disent qu'ils vont vous verbaliser, il y aura des PV, il y en a eu dans certains secteurs. Mais on travaille d'abord avec la diplomatie. En plus maintenant, je pense que la méthode est bien rodée, puisque les plans de débroussaillage sont en mairie,
ils ont été faits par les services de l'État. C'est un bon point, c'est quelque chose d'énorme. Au tout début, il n'y avait pas tous ces plans, donc c'était encore plus compliqué qu'aujourd'hui. Alors moi, en tant que président des collectivités forestières, j'interviens comme demande d'intervenir, mais je viens surtout en appui de nos adhérents et des maires. Et par rapport à ce film que vous avez eu, où on a des images du Var, il aurait été préférable d'avoir des images du département, peut-être pour vous sensibiliser davantage. Bon, un film comme ça a quand même un coût. On a repris du travail qui avait été fait dans le Var pour le reporter ici, avec de nouvelles images et avec un financement. Alors vous l'avez vu, l'origine du film, c'est financement européen et région et département. Alors la région, c'était avant la fusion, ça devait être Rhône-Alpes, et ensuite des financements européens et le département du Var. Pour pouvoir faire ce film un peu adapté à notre département, on a eu une aide du département, avec les services de l'État et le conseil départemental. Donc aujourd'hui, on met le film, en fait, c'est une partie d'une boîte à outils qu'on met à disposition de nos élus. Mais une bonne partie est reprise dans le site de la préfecture, et vous pouvez vous en servir. Voilà. J'ai répondu à ta question, cher ami, un peu à côté de la blague, peut-être. Oui, enfin, en partie. C'est compliqué pour nous parce que c'est nouveau et ça nous arrive. Et alors que c'est une réglementation qui est très ancienne. C'est compliqué pour nous parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et c'est compliqué pour nous parce qu'on a tout un tas de lotissements à caractère social qui sont en bordure de villages et qui sont en bordure de forêts. Et souvent, ces lotissements à caractère sociaux, ils portent leur nom aussi parce que les gens qui habitent dedans, c'est des gens qui n'ont pas les revenus extraordinaires non plus. Donc le tout conjugué fait que c'est compliqué. Des fois, ça paraît un peu injuste. Moi, je vous le dis comme j'ai vécu quand j'ai discuté avec les uns et les autres, parce que celui qui est au bout du lotissement, il a 52 mètres à débroussailler, et celui qui est au milieu du lotissement, il n'a plus rien à débroussailler. Et donc, peut-être il aurait fallu, mais l'expérience nous le dira, que dans le règlement de lotissement, ou qu'il y ait un règlement qui dise qu'il y a solidarité à un moment, parce que si la maison du bout brûle, celle du milieu à un moment sera impactée ou brûlée, ou je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne sera pas neutre. Et que les dégâts sont considérables. Et que c'est vrai que si on mutualise, c'est plus simple, parce que si le débroussaillement d'un lotissement, c'est 3 000 € et qu'on est 30 à le payer, ou c'est 100 €, si c'est la personne du bout, c'est 3 000 €. S'il a une retraite, petite retraite, parce qu'il y a une population qui est dans ces lotissements sociaux, c'est compliqué. Donc il y a aussi cette prise de conscience collective qui fait que il me semble que la solidarité pourrait s'exercer là. Moi je suis prêt à l'aider, mais moi je suis prêt à l'aider en tant que maire, mais je ne peux pas débroussailler tout Manouche, parce qu'à un moment, sinon j'y arriverai pas. Voilà. Mais il y a aussi cette prise de conscience collective qui me paraît importante. Et même, je vais plus loin, et même si sur 30, il y en a 5 qui ne veulent pas, il faut que les autres 25 le fassent. C'est pas parce qu'on ne le veut pas qu'il ne faut pas le faire. Parce qu'à un moment, le plus dramatique, moi je rejoins mon collègue et ami, c'est que la maison va brûler des assurances, on va le porter sur autre chose. Quand il y a des sinistres par rapport aux inondations, les assurances marchent, mais on n'y est pas le lendemain dans la maison. On n'y est pas les 3 mois après, on y est des années après, avec tout ce que ça entraîne de drame humain, parce qu'on est déraciné, on perd ses repères, on perd son petit cocon, parce que notre maison, c'est notre vie. Et plus on devient vieux, et moi j'ai fait partie des gens qui deviennent vieux, plus on tient à notre maison. Et moi j'ai pas envie d'aller habiter ailleurs. Voilà, et vous c'est pareil. Et donc il y a l'aspect financier, mais il y a l'aspect aussi humain qui fait que voilà. Et si on peut l'éviter, alors vous allez me dire c'est facile à dire, c'est pas toi qui paye. Bon, mais moi aussi j'ai des choses à payer. Mais si on peut l'éviter en cotisant à une mutuelle, une association d'une centaine d'euros pour pouvoir le faire, combien on s'évite de malheurs qu'on s'auto-occasionne pour ça.
Après, nous, avec les services, on est prêts à aider, à faire ce qu'on peut. Mais je le redis, c'est pas la mauvaise volonté, mais la ville de ce qu'elle est, et on ne pourra pas débroussailler partout. Voilà, donc, et on ne peut pas le faire, malheureusement. Parce qu'après, c'est un caractère d'injustice. Pourquoi les uns et pas les autres? Et attention, alors là, je vais défendre le maire. Je veux dire, en plus, c'est pas légal. C'est-à-dire, une collectivité ne peut pas intervenir sur les fonds privés. Il faut être très très vigilant à ça. Très vigilant à ça. Les distorsions de concurrence, voilà. Les distorsions de concurrence. Voilà. Et voilà, il y a la distorsion de concurrence. Et pour vous dire, il y a une commune d'un département, je ne vais pas vous la citer, qui avait eu une idée géniale. Le maire est parti d'une bonne idée. Il a eu ces problèmes-là. Il dit, oula, ça va être la guerre. Il a pris les choses en main, il dit, je vais le faire. Il l'a fait pour tout le monde. Seulement, il a failli se retrouver au tribunal. Ça n'a pas été jusque-là, mais il aurait pu. Et c'est quand on s'est aperçu de ce problème-là que les communes forestières ont allé le soutenir pour dire, bon, l'idée sur le fond, elle est bonne, mais elle n'est pas légale. Donc il faut trouver une façon légale. C'est de là qu'on a sorti l'histoire des ASA, d'associations. Là, l'exemple qui a été cité, c'est une association syndicale libre, une ASL. Voilà, une ASL. Alors ça, c'est une possibilité. Et là, vous rentrez dans quelque chose qui est légal. Et là, vous pouvez être accompagné par la municipalité, parce que là, on peut vous accompagner. Je veux dire, c'est pas un gros souci. Et le fait de se regrouper, il y a d'autres communes qui l'ont fait, de se regrouper sous forme d'ASL ou autres associations pour justement avoir des coûts moins importants et faire travailler, les entreprises locales. Ensuite, par rapport à ce que disait la dame, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, si c'est des gros bois, et si en plus c'est mutualisé, ce sera plus facile d'évacuer vos gros bois. Les gens qui seront preneurs. Ils vont vous dire, nous on est d'accord, ça coûte. Et selon la quantité de bois, parce que l'expérience a été menée également, je peux le dire, ça a été mené sur la commune sur la forêt de Montpin, pour ceux qui connaissent, c'est la commune des Spirales de la Vie. Donc là-bas à Montpin, je ne sais pas si vous connaissez Montpin, tout le monde avait sa habitat dans les pins. Et quand l'Office national des forêts, sur directive de la préfecture, est allé là-bas pour dire qu'il va falloir couper, là aussi c'était chaud. Je me souviens d'une réunion là-bas à Bordeaux, où les gens ne comprenaient pas très bien. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde l'a bien compris. Alors c'est sûr que quand vous avez des arbres, ça fait mal au cœur. Mais ils en sont sortis pratiquement à bon compte. Je ne vais pas dire que ça leur a rien coûté, puisque tous les pins qui ont été récupérés par l'entreprise sont partis ensuite chez Arjo. On l'appelle Arjoligi, c'est qui aujourd'hui est stérimètre sur la stérimètre, donc c'est la papeterie d'Amélie-des-Bains où ils fabriquent du papier pharmaceutique, médical. Voilà. Donc il y a des opérations qui peuvent être des opérations blanches dans certains cas. Alors, monsieur le maire vous l'a dit, il y a un truc, c'est en place depuis longtemps. On a perdu la culture, on a perdu la culture de la forêt et on a perdu la culture du feu, je crois. Alors pourquoi? C'est les évolutions qui veulent ça. Mais moi, avec ce que je vois, et je pense que personne ne me contredira ici, on a un réchauffement climatique qui avance très fort. Et les problèmes d'incendie qu'on rencontre aujourd'hui, ou qu'on rencontre depuis des années, alors peut-être que dans mon secteur, on a un peu plus de culture du feu, puisqu'on a eu le feu de 76, le grand feu des Aspres, qui en 3 jours est parti de Corvée à la Cavale pour arriver à Serré. C'est pareil. On a cette culture-là, peut-être un peu plus que d'autres, mais aujourd'hui, on voit des départs de feu un peu partout. Et je suis allé dans le Lot, j'ai jamais allé dans le Lot à une époque, il y a 40 ans. Personne n'aurait imaginé qu'il y aurait des incendies là-bas. Mais voilà, dans le Lot, il y a des incendies. Et aujourd'hui, on sait que statistiquement, les incendies de forêt vont remonter jusqu'à Rouen. Voilà. C'est pour vous dire qu'on est qu'au début d'une grande chose. De tous les efforts que vous ferez, d'abord vous les faites pour vous, pour tous les vôtres, pour votre patrimoine, mais aussi, il ne faut pas oublier, pour les gens qui vont venir vous secourir. Les gens, quand vous aurez débroussaillé, ça a été dit et répété, confinez-vous chez vous, surtout si vous avez plus de l'eau, et ça sera beaucoup plus prudent que de se mettre en contresens sur une piste où les pompiers ne pourront pas passer. Et enfin, moi je me souviens, il y a quelques années, le feu qu'il y a eu à l'Espagne, là où ça a été la grosse panique à bord. Hein. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Une question.
Oui, bonsoir. Je ne suis pas concerné du tout, mais je me pose la question, le lotissement de la Soulane et la Rode, la forêt de la Rode, qui c'est qui doit la débroussailler? Est-ce que c'est les propriétaires de la Soulane et de la Rode en même temps ou pas? Alors, je ne connais pas trop cette partie du territoire, mais s'ils sont dans la zone DFCI, c'est les propriétaires des bâtiments. On le rappelle toujours, c'est toujours le propriétaire du bâtiment qui doit débroussailler à 50 mètres. Donc même s'il doit intervenir sur ton voisin, c'est les propriétaires de se protéger. En ce qui concerne, je vais prendre 2-3 exemples, parce qu'on n'est pas resté sans rien faire. Même si les municipalités ont toujours mis en première ligne. Et on dit toujours, quel que soit le maire, je ne dis pas ça pour me défausser, moi j'assume mes responsabilités. Je n'ai pas de souci là-dessus, j'assume ce que je dis et mes responsabilités. On dit toujours, ça faute au maire ou à la mairie, il n'y a pas de problème. Bon, il va y avoir un accident, je te l'avais dit, c'est ta faute. Moi, pas ma faute, c'est l'équipe qui roule vite à un moment, je ne suis pas dans la voiture avec le dessus. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie de la fonction et de ce qu'on accepte les uns ou les autres par rapport à ça. Par rapport à la Rode, mais par rapport à la Salette. D'abord, la Salette, elle avait été débroussaillée avant. Et Rémi, qui est là, peut le dire. Heureusement, parce qu'elle n'aurait pas été débroussaillée, c'était bien pire que ce qu'il y a eu. Mais ça n'a pas empêché que quand il y a eu l'incendie à la Salette, moi j'y étais, les gens couraient dans les rues avec les gosses dans les bras. Et des gens qui étaient pompiers. Donc, encore plus mon interrogation. Ce qui veut dire que, et je ne suis pas là pour dire ils avaient tort, c'est les imbéciles, mais ça veut dire qu'il y a ce phénomène de panique à un moment qui fait qu'on se met encore plus en danger. Moi, je suis fatigué de dire aux gens des écoles, quand il y a des inondations, n'allez pas chercher vos enfants, laissez-les. On va les monter à l'étage et ils sont en pleine sécurité. On va s'en occuper. En ce qui concerne la Rode, qui est un lotissement particulier parce qu'il y a une forêt à côté qui est importante. Donc, on a réussi, avec la subrorie catalane, à la faire entretenir. D'accord? Ça a coûté combien de tête? 45 000 euros, 50 000 euros, c'est ça? Et ensuite, on a fait mettre une clôture, qui a été financée aussi par la subrorie de la Rode, catalane, pour y mettre des animaux. Donc on a débroussaillé, ça coûte 0, et on a mis des animaux pour entretenir. Ça coûte encore 0. Mais malgré tout, j'entends encore des observations. Que les animaux font du bruit, qu'on ne peut pas monter parce qu'on avait la cabane des enfants, que là j'avais des fleurs et maintenant que c'est les chevaux qui les ont mangées, etc., que ça sent mauvais, etc. Mais à un moment, qu'est-ce qu'on fait? Mais la ville de Bagnols-sur-Mer ne peut pas, je le dis avec beaucoup d'amitié, et si je pouvais, je le ferais. Je ne suis pas en train de vous dire je ne veux pas. Si je pouvais, je le ferais. C'est illégal. À la limite, je veux bien mettre un peu d'illégalité pour mes habitants. Parce que je les aime beaucoup. Mais je ne peux pas le faire légalement, mais financièrement, on ne peut pas. Donc à un moment, il faut que tout le monde s'y colle. Voilà. Comment on s'y colle? Avec des associations, avec une prise de conscience, en mettant des animaux. Certainement qu'autour de la Salette, on est en train de travailler, on y mettra une clôture avec des animaux. Les animaux, ça a plein d'avantages, ça a aussi d'inconvénients. Voilà, c'est les animaux. On est en train de faire des broussailles, on va faire des broussailles la Soulane de Baïpoupou. Là aussi, on va y mettre des chèvres. C'est des chèvres, ça fait du bruit, ça fait caca, ça sent pas bon. Mais bon, voilà, à un moment, mais ça protégera le camping. Alors les gens du camping me diront, mais comment, il y a des chèvres, etc. Mais à un moment, comment on fait? Mais débroussailler la Soulane de Baïpoupou, c'est peut-être à 80 ou 100 000 euros. Donc moi, si on met tout l'argent de la commune à débroussailler, on ne fera pas les routes et les trottoirs. Donc il y a des choses qu'on ne fera pas. Voilà. Donc il faut qu'on s'y colle. Voilà. Il faut qu'on s'y colle les uns et les autres. Et puis il y a aussi de la solidarité à voir là-dessus. Moi je pense qu'il y a aussi cette notion de vivre ensemble et de solidarité. Et ce n'est pas celui du bout du lotissement qui doit tout payer. Voilà, moi je le dis comme je le pense. Et vous me dites c'est facile parce que tu n'habites pas. Mais moi je suis prêt, je le dis, je suis prêt moi à cotiser au Pardal comme si j'étais habitant là-bas. Parce qu'il faut être solidaire. Et sinon ça n'échappera pas. Oui. Ce que je déplore quand même ce soir, que ceux du bout du lotissement ne sont pas là. Mais oui, mais c'est comme ça. Voilà. Ils ne sont pas là. Non, le Jean-Marie, non. J'ai des photos. Parce qu'il y en a qui ont fait des efforts quand même là-haut chez nous, hein, de nettoyer tout ça. Hein. Mais il y en a qui n'ont rien fait. Hein.
Et c'est ceux du bout. Ce que vous dites, voilà, c'est exactement ça, c'est que c'est toujours les mêmes. Et dans tous les domaines. Monsieur le maire l'a dit, il n'y a pas de solidarité, c'est compliqué. C'est toujours les mêmes qui font les efforts et les qui font rien. Donc à un moment donné, si tout le monde faisait l'effort, soyons logiques, il n'y aurait pas de répression. À un moment donné, on pourrait se passer de la répression si l'effort était fait et collectif. Voilà. Si vous me permettez, j'aimerais rebondir sur deux points qui ont été abordés par M. le maire. La mutualisation en premier lieu, sur le fonds voisin, j'en remets une petite couche pour les bonnes pratiques et l'expérience qu'on a vues sur les Hautes-Serrées, sur la route de la Berre. D'abord, la mutualisation, si vous faites appel à une entreprise, il y a un développement d'entrepreneurs forestiers exploitants qui se dotent de matériel téléguidé, en fait, donc qui sont peu encombrants, voilà, qui peuvent arriver à accéder à des terrains qui ont un coût journalier de l'ordre de 1 000 €, et en une journée, on peut traiter quasiment un hectare, broyé sur place, donc il n'y a plus de déchets. 1 000 € c'est important, mais à 5 voisins, ça commence à devenir acceptable. Voilà. Ces travaux d'ouverture, vous aurez à les faire qu'une seule fois, après c'est de l'entretien. Donc cette mutualisation, j'insiste, effectivement, nous, si on vient constater qu'il n'y a pas d'effort d'entreprise, d'effort significatif de mise en sécurité, bien sûr on sanctionnera, mais ce n'est pas notre but. Nous, il faut que ça avance, cette mutualisation, c'est une vraie solution. Voilà. La plupart du temps, quand les gens ont réussi à s'entendre, je vous le répète, ça a même créé des liens sociaux à la Roque des Alberts. Finalement, maintenant, les gens, au lieu d'être dans la forêt, ils sont à l'orée d'un parc, et ensuite il y a la forêt. Là, ils sont en sécurité, et en plus, ils se connaissent entre voisins. Voilà. Donc, on a vraiment pas mal de bonnes pratiques de ce type-là. Vraiment, je me permets d'insister. De la même manière qu'on va communiquer une liste d'entreprises à la mairie pour pouvoir avoir des devis. Et ensuite, je voudrais rebondir sur un autre point, c'est la politique à tenir, parce qu'en fait, il y a des règles pratiques. Une fois qu'on a fait le débroussaillement, c'est d'abord de fermer vitres et volets, parce que le fameux rayonnement, il peut éclater le verre, le vitre. Une fois que vous avez une ouverture dans la maison, ça fait appel d'air. Donc les particules incandescentes qui sont générées lors des feux, elles rentrent dans la maison, ça enflamme le rideau, etc. Donc c'est le confinement, ça comprend la fermeture des volets, la fermeture des lits, et l'ouverture du portail, parce que les pompiers, ils n'auront peut-être pas un camion par maison, mais ils seront présents, et rapidement. Voilà. Et dès lors que si le débroussaillement est fait, on peut aussi s'en servir pour stopper le feu de forêt en appui de ce débroussaillement. Donc il faut bien penser qu'il faut laisser les accès libres. Voilà. Et voilà, avoir une radio, c'est comme dans les inondations, hein, super, essayer d'avoir des radios, une lampe de poche, parce qu'on se met quand même à l'intérieur de la maison. Voilà. C'est ça le confinement, je voulais vous le signifier à tous. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions suite à cette réunion? Je vous laisse des documents. On est mieux dans les étages ou en bas, s'il y a des... Je vais dans la maison confinée. Bon, l'important c'est d'étanchéiser, entre parenthèses, son habitation, c'est-à-dire que d'éviter que les fumées rentrent. C'est souvent ce qui pose problème, c'est les fumées, c'est pas les flammes. Donc d'essayer de mettre des linges pour éviter, et après que vous soyez au moment en bas, c'est exactement pareil, quoi. On a des feux très virulents en termes de température. J'en parlais la dernière fois à Tordera. C'est pas facile à entendre. Les feux d'habitation, quand on fait des feux d'appartement, on est dans des températures de 800 degrés à peu près, ce qui est énorme. Les feux d'espace naturel ou des feux de forêt, on monte à 2500 degrés. 2500 degrés. Vous imaginez le potentiel calorifique. Donc c'est énorme en termes de température, et par contre, avec le relief qu'on a, la végétation qu'on a, et le vent qu'on a, c'est des feux qui passent très vite. Donc certes, il va faire très chaud, mais ça va durer peut-être 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes ou 5 minutes. Ça va être très long, mais inversement, c'est très rapide aussi. Donc après le feu, même s'il s'attaque à des volets, s'il s'attaque, il va passer, il n'aura pas le temps de rentrer à l'intérieur de la maison. C'est pour ça que ce que disait Romain de l'ONF,
c'est qu'il faut fermer les fenêtres, mais vous êtes plus en sécurité à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'extérieur, certes, il y a cet effet panique, que disait monsieur le maire, et c'est légitime, voilà, c'est pas les brebis quand on sort, voilà, mais on est tellement bien chez soi et on se sent en sécurité, même si on a des volets roulants en PVC, le simple fait d'avoir du double vitrage comme ça, vous êtes protégé chez vous, quoi. Ne prenez pas la voiture, et après vous rassurez, vous téléphonez, vous rassurez votre famille, mais le feu il va plus vite que nous, même nous au niveau des pompiers, on le subit à cette vitesse de propagation. C'est pour ça que, on revient sur notre homme de la Salette, sur le point d'origine du feu, et là où il est arrivé, c'est allé très vite. Pourquoi? Parce qu'on est sur un feu en pente ascendante, et que le feu est opportuniste. Dès qu'il a du combustible, il mange, quoi. Je répète aussi, on a un administré de Bagnous, qui est le colonel Andriot, qui était lieutenant-colonel chez nous, qui est parti pour être directeur départemental, et qui dit il n'y a que les cailloux qui ne brûlent pas. C'est fou, mais il n'y a que les cailloux qui ne brûlent pas. Si on laisse le temps au temps, il y a tout qui brûle. Et comme je vous disais, les températures qu'on constate sur des incendies, il y a tout qui brûle. Donc ne prenez pas le risque, restez chez vous. Et on revient sur la stratégie du débroussaillement, ça c'est efficace. Ça brûlera, mais moindre, et ça passera. Il y aura peut-être quelques dégâts, mais toujours moindre que si on a des arbres en proximité de la maison, ou des pignes de pin dans les chéneaux ou sur les toitures. Et c'est comme ça qu'on a des destructions d'habitation. Et on fait beaucoup de retours d'expérience, malheureusement, sur ce qui se passe dans les Baléares, dans le sud de l'Espagne, sur le Portugal, sur l'Italie. Il y a beaucoup d'échanges. Et justement, ce qui génère les changements de réglementation sur les bonnes conduites qu'on essaie de dire aux habitants, quoi. Après, je vais clôturer là-dessus parce que la mairie de Bagnous est assez exemplaire, même très exemplaire en termes de gestion du risque courant, que ce soit inondation ou risque feu de forêt, de par les moyens mis en œuvre, de l'entretien des pistes DFCI, et il y a une grosse machine mécanique liée avec les employés municipaux et les matériels dont ils disposent. Mais après, le nerf de la guerre, c'est quand même vous, les administrés, qui pouvez, avec vos actions dans votre propriété et chez le voisin, qui vont nous aider, nous, en fait, les moyens de lutte contre les feux de forêt, les moyens d'incendie, mais on n'arrive qu'à la fin, pour nous faciliter le travail, éviter qu'on se mette en danger et aller à l'essentiel, c'est-à-dire nous, lutter contre l'incendie et pas, même si c'est notre mission, de protéger la vie d'habitation. Souvent, on se retrouve avec des gros feux de forêt où en fait on voit que les moyens de secours ont été consacrés et concentrés sur la protection de l'habitation, ce qui s'est passé sur notre Salette. Et pendant qu'on met des moyens pour protéger les habitations, ben, le feu il continue à faire son chemin. Donc oui, il y a un préjudice, qui est un préjudice environnemental, c'est de la forêt, mais dans tous les cas, on a protégé vos maisons, vos lotissements. Mais si les lotissements sont bien débroussaillés, ben, nous, on concentrera nos moyens sur la lutte et forcément, il y aura moins de surfaciques et moins de dégâts. Donc c'est pour ça qu'on est tous complémentaires dans cette lutte, et surtout dans cette autoprotection. C'est vraiment de l'autoprotection. Donc voilà. C'est quand même pas normal qu'on n'oblige pas les propriétaires à nettoyer leur terrain. C'est inadmissible. C'est pas une loi qui oblige un propriétaire à nettoyer son terrain. Que ce soit la personne, c'est pas son terrain, et c'est à lui à nettoyer. Disons que là on parle de l'enjeu humain, du bien, c'est oui, le bâti. Oui. Voilà. S'il n'y avait pas la maison, on ne demanderait rien à personne. Oui. Voilà. C'est quand même ça le fondement. Et c'est bien admissible, d'abord c'est la loi. Et en plus, les échanges qu'on a avec le Portugal et la Catalogne, ils font la même chose que nous maintenant. Parce que l'autoprotection, c'est comme ça. S'il n'y avait pas de maison, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc il y a des débroussaillements avec les maisons qui sont en interface avec de la forêt. La forêt méditerranéenne, elle est sèche, elle brûle très bien, et c'est un danger. Et ça, c'est pas possible. Les masses qu'on a au-dessus de Bagnous, la plupart, quand il y a des mèches à forêt, il faut savoir qu'il y avait encore plus de vignes, tout était pâturé, on n'était pas dans les mêmes conditions, et je ne parle pas des astres, c'est pareil. Souvent, il y a eu des changements de propriétaires, il n'y a plus d'exploitation aux abords. Là, on fait face à un risque qui est, voilà, il y a une concentration des populations et la forêt qui se développe. Voilà, donc c'est la solution. Elle n'est pas parfaite et la loi est telle qu'elle est. Mais effectivement, c'est bien la maison qui génère l'obligation.
Oui, pour vous dire que la forêt progresse de plus en plus, hein, contrairement à ce qu'on peut voir, en tout cas en France. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, on n'exploite que 40% de la régénération naturelle. Vous voyez donc à combien la forêt progresse en France. 40% de la régénération naturelle exploitée. Et l'Occitanie, c'est quand même la deuxième région forestière de France. Hein. Il n'y a plus d'agriculteurs. Juste un petit élément. Le débroussaillement est nécessaire, mais l'abord de vos maisons est souvent occupé par des bouteilles de gaz et des stocks de bois pour la cheminée. Sachez que c'est ce qui s'est passé à la maison qui a brûlé à la Salette. C'est qu'en fait, il y a eu une sorte de feu qui s'attaquait au tas de bois sec qu'il y avait à l'extérieur de la maison. Et à côté de ce tas de bois sec, il y avait d'énormes bouteilles de gaz propane. Et donc, il y a eu les bouteilles se sont enflammées et qui ont propagé le feu dans la maison. Donc, sachez que même si tout est débroussaillé, veillez en extérieur de chez vous de ne pas avoir des bouteilles de gaz à l'air libre, ni des stocks de bois pour votre cheminée. Voilà, c'est juste pour arrêter. Oui, donc c'est important également, faites attention aux bouteilles de gaz. Bon, mais écoutez, je vous remercie. J'espère que vous passerez la bonne parole, que le message est entendu. Et de toute façon, c'est filmé. Et tout le monde peut retrouver les débats et la présentation sur la vidéo du sommet. Merci beaucoup à tous.